que vous inspire? Quelle est votre analyse de la situation politique française aujourd'hui? Écoutez, je crois que je ne surprendrai personne, et notamment pas vos auditeurs, en disant que je pense que on est encore descendu plus bas qu'on était. C'est une espèce de dégringolade sans fin. Enfin, ça défie même l'imagination. D'abord, moi, j'étais convaincu que Macron nommerait Cazeneuve. Cazeneuve, c'est quand même quelqu'un qui était quand même un peu plus jeune que Bayrou. Et puis en plus de ça, on peut être jeune ça dépend de l'âge. Il y a des gens qui vieillissent plus vite que d'autres. Bayrou, il donne quand même le sentiment d'être non seulement, je crois qu'il a 73 ou 74 ans, mais il est fatigué. Voilà. Alors que pire que Barnier, il a le même âge que Barnier. Barnier faisait quand même plus dynamique. Moi, je pensais que Macron nommerait Cazeneuve parce que c'était un socialiste, parce qu'il pourrait rassembler quand même largement la gauche, etc. Bon, si j'ai bien compris, Bayrou a imposé sa candidature en faisant une partie de bras, une clé, comme on dit, dans le dos de Macron, cette fameuse journée du vendredi 13, parce que n'oublions pas qu'il a été nommé un vendredi 13, un jour d'ailleurs de deuil national, ce qui est un peu extraordinaire, enfin je crois. Non, c'est peut-être, non, je me trompe, c'est le lundi 16. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui a été nommé, je crois, le jour du deuil national sur Mayotte. Enfin, peu importe. Oui. Bref, peu importe, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression que Macron s'est quand même laissé imposer Bayrou par lui-même, parce que sinon Bayrou a dit qu'il avait 38 députés qui quitteraient le soutien à la majorité. Alors on se retrouve avec Bayrou. Bayrou, tout le monde sait qui c'est un vieux de la vieille, ça fait près d'un demi-siècle qu'il hante les palais nationaux, en fait, il a été seulement ministre très peu de temps. Il a été ministre de l'Éducation nationale à la fin de Mitterrand et au début de l'ère Chirac. Pendant 4 ans. Il a d'ailleurs laissé un bilan épouvantable à l'Éducation nationale, puisque c'est une espèce de grand méchant mou qui a laissé la co-gestion avec les syndicats. En fait, il veut se mettre mal avec personne. Enfin, c'est un centriste, donc il ne s'est rien passé. Il a contribué à la dégringolade du ministère de l'Éducation nationale. C'est le seul ministère qu'il a eu, sauf il a été également nommé garde des Sceaux par Macron, comme vous vous rappelez, mais il est resté 1 mois garde des Sceaux, puisqu'ensuite, après, il a été mis en examen sur l'affaire des attachés parlementaires européens. Le même type d'affaire que celui, d'ailleurs, qui touche Madame Le Pen maintenant. Alors moi, le fait de nommer Bayrou, moi, ça me paraît quand même assez lunaire, parce que Bayrou est quelqu'un qui a une très solide réputation en France, d'être quelqu'un qui bouffe à tous les râteliers. Enfin, il est considéré comme sans foi ni loi, vomi par la gauche, vomi par la droite, vomi par les anciens du RPR, etc. Enfin, un traître de comédie. Donc déjà, la nomination de Bayrou m'a paru quand même assez surprenante. Mais alors le gouvernement, alors là, j'avoue que je n'en reviens pas. Vous savez, j'ai reçu des journalistes d'un pays étranger, parce que j'ai des journalistes de pays étrangers qui viennent me voir, qui m'interrogent, parce qu'ils considèrent que je suis l'homme politique français qui dit les choses les plus intéressantes et qui d'ailleurs fait... Plus qu'en France, oui. Nul n'est prophète dans son pays, mais quand même. Voilà. Et ces journalistes étrangers qui suivaient quand même l'actualité me disent, mais on comprend pas. Enfin, parce qu'il y a quand même, moi personnellement, j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre pourquoi est-ce que Bayrou a nommé Madame Borne et Monsieur Valls. Ça, pour moi, je ne comprends pas. Honnêtement, c'est incompréhensible parce que ce sont les 2 personnes, je pense, politiquement les plus détestées du pays. Enfin, je crois. Manuel Valls, enfin, regardez autour de vous, personne ne peut blairer ce type-là. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui est un traître. Alors, je disais que Bayrou était un traître, mais lui, c'est un traître au carré, si l'on peut dire. Il a trahi tout le monde. Après, il est parti en Espagne, à Barcelone, où il s'est fait jeter comme un malpropre parce que les gens n'en voulaient pas. Après, il revient en France. C'est quelqu'un qui tuerait père et mère pour avoir un Marocain ministériel. Enfin, c'est quelque chose de délirant de nommer. Et en plus de ça, il était sorti de la politique. Ministre d'État. Alors, il était sorti de la politique. Enfin, plus personne ne parlait de M. Valls, sauf pour rigoler. Et là, pourquoi le remettre comme ministre d'État? Enfin, lui redonner une seconde vie, enfin une 3e vie, c'est incompréhensible. Il ne pèse rien. Politiquement, il ne pèse rien. Deuxièmement, c'est un poids mort politique et il jette l'opprobre sur le gouvernement par sa simple présence. Par ailleurs, c'est un type totalement incompétent. On a ressorti, vous avez vu, il est ministre des Outre-mer,
quand il était Premier ministre, il avait fait une déclaration devant Radio France Outre-mer, Réunion, où il avait dit que la Réunion, c'était un pays, un territoire très important pour la France, du Pacifique, pour sa présence dans le Pacifique. Enfin bon, bref. Et la même chose pour Elisabeth Borne. Parce qu'Elisabeth Borne, c'est une femme extrêmement antipathique, enfin, plus antipathique que moi, tu meurs. On vient d'ailleurs de le voir lors de son déplacement, vous l'avez signalé vous-même, lors de son déplacement à Mayotte, elle a été odieuse. Cette femme est absolument odieuse. Elle se prend pour je ne sais pas quoi. Elle a été à Matignon, elle est restée célèbre à Matignon pour avoir utilisé 23 fois l'article 49.3. Elle s'est rendue célèbre aussi récemment, vous savez, quand il a été question des avantages en nature qui sont laissés aux anciens premiers ministres français, où ils ont des gardes du corps payés par l'État, une voiture payée par l'État, des locaux, des bureaux payés par l'État, etc. Et donc elle a été interrogée, et elle a dit que c'était tout à fait normal, elle a été hors de question qu'elle renonce à ses privilèges. A-t-elle dit, parce que, je ne sais pas si vous avez noté, c'était intéressant, elle a dit, parce que vous vous rendez compte, si je n'ai pas de garde du corps, moi je risque d'être agressé dans la rue, etc. C'est la première personne qu'un terroriste voudrait frapper, c'est sûr. Elle sait parfaitement qu'elle a mené une politique qui était rejetée par l'écrasante majorité des Français. Donc en fait, c'est un dictateur. Enfin, je ne sais pas, toute proportion gardée, je vais faire une comparaison qui va faire scandale, mais c'est comme s'il y avait Himmler en 1945 et Göring qui avait dit, écoutez, mettez-moi des gardes du corps parce que sinon je risque de prendre un mauvais coup. Enfin, si elle avait été, si c'était une démocrate, normalement une démocrate, lorsque De Gaulle a quitté le pouvoir en 1969, il n'avait pas besoin d'une armada, il n'avait personne, je crois d'ailleurs, il est rentré à la Boisserie, il n'avait pas, c'était ses bureaux, il vivait pas sur la bête. Et quand De Gaulle se promenait en France, il était soutenu par les Français. Il a eu des tentatives d'attentats. Il avait subi par les Américains, c'est autre chose. Et pourtant, il avait subi nombre d'attentats. Lui avait subi l'attentat. Il savait ce que c'était qu'avoir subir des attentats, contrairement à elle. Absolument. Mais fomenté par les Américains, ne l'oublions pas. Oui, parce que par l'OAS, et derrière l'OAS, il y avait des forces qui est intéressant de creuser. Enfin bon, tout ça pour dire que je ne comprends pas pourquoi M. Bayrou a nommé ces gens-là. Voilà. Alors le reste, moi, il y a même peut-être une possibilité, je ne sais pas si c'est exact, mais ça serait que, on voit bien que derrière tout ça, c'est en fait Macron qui a tenu encore une fois la plume. Parce que c'est vrai que, d'après la Constitution, c'est le président de la République qui nomme les ministres sur proposition du Premier ministre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est annoncé depuis le perron de l'Élysée, traditionnellement par le secrétaire général de l'Élysée. Et donc Macron doit utiliser cette formule de la Constitution pour essayer de mettre son grain de sel, comme il le fait tout le temps, surtout sur le pouvoir de nomination, pour imposer les gens qu'il veut. Ce qui n'est pas du tout la jurisprudence qu'avait adoptée quelqu'un comme par exemple Mitterrand, pendant les deux cohabitations de 86 et de 93, non plus d'ailleurs Chirac pendant la cohabitation de 97. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait eu ces présidents qui s'étaient retrouvés avec une majorité qui leur était hostile à l'Assemblée nationale, ils avaient nommé un Premier ministre et je crois que Mitterrand peut-être avait mis son veto sur une personne, mais en gros, ils avaient quand même laissé le nouveau Premier ministre nommer les ministres de son choix. Voilà. Parce que c'était quand même un républicain. Alors que là, Macron, en fait, le problème de Macron, c'est qu'il n'admet pas d'avoir été battu. Il ne l'admet pas. Donc, depuis l'affaire de la dissolution, tout ce qu'il fait, toutes ses actions visent en fait à annuler le résultat de cette dissolution. Il veut garder le pouvoir. Donc, il nomme des paltoquets, il nomme des premiers ministres qu'il transforme en paltoquets parce qu'il leur impose ensuite des membres du gouvernement. Je l'avais déjà dit, je n'arrive pas à croire que quelqu'un comme Michel Barnier, de sa propre initiative, ait voulu nommer à la tête du Quai d'Orsay M. Jean-Noël Barrot, qui est un agent américain. Il est Young Leader de la French American Foundation. Il est cul et chemise avec les Américains. Il est nul de chez nul. En plus, il était extrêmement désagréable. Si vous avez des contacts avec un certain nombre de diplomates du Quai d'Orsay, tout le monde vous dira la même chose. Les gens n'en peuvent plus de ce type-là. D'ailleurs, il est allé en Afrique, vous savez, il est resté même pas 2 mois et demi ministre des Affaires étrangères avec Barnier. Il est allé en Afrique, il est allé au Tchad,
Il n'a rien trouvé de mieux que de dire au président du Tchad qu'il allait y avoir des élections législatives au Tchad, qu'il fallait reporter les élections législatives parce que les listes n'étaient pas assez inclusives. C'est incroyable, enfin, c'est incroyable. Comme si le Tchad était encore une colonie française, comme si on avait notre mot à dire sur la date et la composition des élections législatives au Tchad. Et en plus de ça, pour proposer un truc sur l'inclusivité, etc., la LGBT, alors s'il y a vraiment des populations à qui il ne faut pas parler de ça, c'est justement dans tous les pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Enfin, résultat des courses, quand il a dit ça, quand il est parti, le président du Tchad a dit « Allez, tous les soldats français, dégagez, terminé ». Voilà le brillant ministre des Affaires étrangères qu'on a, et on s'est fait chasser également du Sénégal. C'est incroyable. Normalement, donc, c'est incroyable déjà que Barnier ait accepté ça, c'est incroyable que Barnier ait accepté que Benjamin Haddad, qui lui aussi est un agent américain, alors lui carrément, puisqu'il était le représentant de l'Atlantic Council, du Conseil Atlantique en France. Je rappelle que l'Atlantic Council est financé par la CIA, enfin on peut pas faire... non. Et d'ailleurs, il tient tous des propos de Benjamin Haddad, qui est ministre des Affaires européennes, je le rappelle, a inscrit toute son action dans la poursuite de la politique américaine, mais version de l'État profond américain. Hein, et donc, le gouvernement tombe, Bayrou arrive, et Bayrou renomme les mêmes. C'est incroyable. Ça veut donc bien dire que Bayrou, comme Barnier, n'a pas eu le choix. C'est-à-dire que je pense que M. Macron, d'après les échos qu'on entend ici ou là, ce type est complètement dérangé, hein, il faut quand même le comprendre, parce que les gens en parlent mezza voce. Quand les langues commencent à se délier, mais les gens qui fréquentent l'Élysée, etc., ils n'en peuvent plus. Macron, c'est des cris, il a des scènes d'hystérie, c'est une espèce de sale gosse capricieux, etc. Donc, et il terrorise les gens. Il est dans l'intimidation, enfin, c'est un personnage absolument dangereux et particulièrement malade psychologiquement. Donc, le Bayrou, je pense que Macron a dû se dire, bon, Bayrou, il m'a forcé à le nommer premier, je vais lui en faire baver. Donc, moi, je n'exclus pas que ce soit Macron qui ait forcé Bayrou à prendre 2 anciens premiers ministres, rien que pour plomber Bayrou. Il ne faut pas l'exclure, hein, parce que Macron, c'est un type dérangé. Donc lui, son plaisir, il l'a dit lui-même, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de France, un chef d'État qui dit « je veux emmerder les Français ». C'est quand même... Rappelez-vous, pendant la crise de la Covid, il veut les emmerder. Donc c'est un homme qui est... Je pense qu'il a un côté vraiment extrêmement pervers, un peu sado-maso, c'est-à-dire sadique parce qu'il aime faire le mal, il aime faire de la peine, il aime blesser, insulter, injurier, mépriser les gens qui sont en dessous de lui. Mais il a aussi la composante maso, c'est que je pense qu'il aime aussi être humilié. Il aime aussi... je pense que d'une certaine façon, quand il arrive dans une foule et qu'il est sifflé, qu'il est hué, il doit prendre un certain plaisir à ça. Rappelez-vous ce qui s'était passé quand il était au Stade de France. Vous vous rappelez, au Stade de France. Voilà. Alors donc, ça prouve que, à mon avis, Bayrou, il a été obligé de se ramasser ces 2 boulets que sont Barrot et Haddad dans les mêmes postes. Mais c'est incroyable. Ils vont donc poursuivre la destruction de la diplomatie française. Alors c'est pareil, donc à mon avis, je doute que Bayrou ait eu spontanément l'idée de nommer Valls et Borne. J'en doute. Après ça, il a nommé, donc il s'est fait imposer aussi, bon, Le Cornu, c'est un des favoris du président de la République aux armées. C'est pas le pire, soit dit en passant. On n'entend jamais beaucoup parler de Monsieur Le Cornu. Je crois que c'est quelqu'un, bon, je vais pas dire que ce qu'il fait est formidable. Le petit sur la couture, hein, quand même. Hein. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un de bête et discipliné. Enfin, pas forcément bête d'ailleurs, mais discipliné, et qui met la politique qui est décidée par Macron. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui fait pas non plus des déclarations à l'emporte-pièce. Et puis alors les autres, Retailleau, il lui a été un peu imposé par les événements parce que Retailleau s'est taillé une réputation d'un homme. D'un ministre de l'Intérieur ferme, etc. Ce qui est, comme vous le disait l'intervenant précédent, M. Draghi, que je salue au passage, on est dans ce que les Américains appellent le lip service, hein, le service des lèvres, c'est-à-dire que ce n'est que de la communication. Donc, concrètement, par exemple, on l'a vu là, lors de la soirée de la Saint-Sylvestre, il y a eu officiellement 984 véhicules brûlés. Officieusement, on a dépassé le millier, c'est-à-dire une augmentation très sensible par rapport
à 2020, à la Saint-Sylvestre 2023, qui elle-même était en augmentation très sensible par rapport à la Saint-Sylvestre 2022. Ça veut donc dire que M. Retailleau, il a été pendant 2 mois et demi ministre de l'Intérieur, puis donc il est resté à son poste, donc ça fait quand même depuis le mois de septembre qu'il y est. Bilan absolument zéro, au contraire, sur, par exemple, lutter contre ces incendies de véhicules, dont je rappelle que ça frappe des Français modestes. Hein. Parce que c'est pas les gens les plus riches, ils ont ceux qui ont des Mercedes, des BMW, des SUV, des Ferrari Testarossa, etc. Des gens comme vous, quoi, en gros. Ah bah oui, évidemment, voilà. Ils mettent leur voiture, ils les mettent dans des parkings parce qu'ils ont des hôtels particuliers ou ils sont dans des résidences très sécurisées à Neuilly ou à Paris 7e ou dans le 16e, etc. Donc eux, très bien pour eux. Ceux qui se font brûler les voitures, là, le millier de foyers français qui a retrouvé sa voiture brûlée, c'est des gens qui habitent dans des HLM, dans des cités. Ce sont des Français modestes, en fait. Voilà. Et tous les ans, l'État consent à ce qu'il y ait un millier de Français modestes qui se fassent brûler leur voiture, sans que finalement on réagisse outre mesure. Alors, Retailleau, il s'est comme ça fait la réputation d'être un ministre de l'Intérieur, mais enfin pour l'instant, c'est fondé absolument sur rien. C'est fondé sur simplement de la communication. Et alors la nomination de Darmanin, qui avait été donnée dans un premier temps aux Affaires étrangères, finalement, il a hérité du garde des Sceaux. Vous avez bien vu quelle est la stratégie de Darmanin depuis qu'il a été nommé. Faire le maximum de communication le plus vite possible, parce qu'il se doute, comme beaucoup de gens, que le gouvernement Bayrou n'en a pas pour très longtemps. Voilà, ce gouvernement il a très, 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 très mal commencé, et par sa composition, et par l'affaire de Mayotte, qui a été... C'est peu dire que ça a été mal géré. C'est incroyablement mal géré. Et donc, je pense que Darmanin, qui n'est pas sot, qui est un homme politique, il s'est dit, il doit se dire dans sa tête, il faut que je fasse le maximum de déclarations, d'annonces, pour que quand le gouvernement va tomber, je reste comme le garde des Sceaux ferme qui voulait tout changer. Alors, il a sorti l'affaire donc les 100 plus gros trafiquants de drogue qu'il allait falloir. Mais ça, c'est typiquement de la communication. Parce que ça veut dire quoi, le 100? C'est le top 100? C'est comme un hit parade? C'est comme les 10 personnalités politiques préférées des Français? C'est ce genre-là, en fait. C'est conçu pour faire un titre de média ou de journal. Mais ça n'a pas de sens du point de vue légal. C'est-à-dire, si vous êtes le 102e, d'abord, je ne sais pas comment on considère c'est en fonction de quoi, quel est le classement, il est fait en fonction de quoi? Qu'est-ce qui permet de savoir que vous êtes 95e ou que vous êtes 112e? Mais donc déjà, le classement n'a pas de sens, mais en plus de ça, ça veut dire quoi? Le type qui est 103e, lui, il va être mieux traité que celui qui est 99e. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Soit l'État fait respecter la loi sur la question des stupéfiants et du trafic de drogue, soit il ne le fait pas. Et puis par ailleurs, tout le monde sait que ce sont des sujets qui sont quand même compliqués et que ce sont des sujets qu'on ne traite pas en 3 jours. De toute façon, c'est ce que disait votre interlocuteur précédent et dans lequel je souscris. Vous savez, dans les années 50, on avait dit, je crois que c'était Mendes France ou c'était je ne sais plus qui avait dit gouverner c'est prévoir. Et puis après, il y a gouverner c'est agir, etc. Aujourd'hui, à notre époque, on a l'impression que pour nos dirigeants, gouverner, c'est faire de la com. Et pourquoi ça, d'ailleurs? C'est pas uniquement par un travers psychologique particulier, c'est tout simplement... Par impuissance aussi. Voilà, faut toujours en revenir aux fondamentaux. Premièrement, ils n'ont plus le pouvoir. C'est ça qui est fondamental. Dans un très grand nombre de domaines, le pouvoir est parti à la Commission européenne. Pour tout ce qui concerne les politiques publiques, sur l'industrie, sur l'agriculture, par exemple sur le Mercosur, oui, vous avez vu, Bayrou, il a renommé au même poste Madame Genevard, la ministre de l'Agriculture, qui a été 3 mois ministre de l'Agriculture au moment où les agriculteurs descendaient dans les rues. D'ailleurs, c'est pas fini, ils vont recommencer contre le projet de traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Rappelez-vous que Madame Genevard, ministre de l'Agriculture, les Français n'en ont entendu parler qu'une seule fois en 3 mois,
c'est lorsqu'elle est allée dans une ferme avec des escarpins Gucci, il y avait de la gadoue, elle a abîmé ses escarpins Gucci. Elle l'a dit, ça a été repris par le Canard enchaîné. Voilà. Parce que c'est des godasses qui valent 500 € la paire. Mais c'est ça, enfin, c'est incroyable. C'est-à-dire que cette femme, normalement, alors pourquoi ça? Parce qu'un ministre de l'Agriculture, ça ne sert plus à rien, en fait. La réalité, c'est que tout est décidé par la Commission européenne, et notamment par la présidente de la Commission européenne, Madame van der Leyen, et également le commissaire européen chargé de l'agriculture, qui se trouve être un luxembourgeois, qui se fiche éperdument de l'agriculture, puisqu'il n'y a pas d'agriculture au Luxembourg, et qui a pour mission de signer coûte que coûte ce traité avec le Mercosur, parce que ça va faire tourner le business. Or, le Luxembourg vit justement des échanges financiers. Et donc, le Luxembourg se fiche éperdument que ceci plonge l'agriculture française vers le désastre. Voilà. Donc, on renomme Madame Genevard. Et donc, Madame Genevard, je ne sais pas ce qu'elle va faire. J'espère qu'elle va faire une déclaration un petit peu mieux que celle qu'elle avait faite sur le fait qu'elle s'était abîmée ses escarpins Gucci. Je ne sais pas. On a un autre exemple. Vous avez vu, c'est Madame Aurore Berger. Aurore Berger, si vous voulez, tout n'est que scandale dans ce gouvernement. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était le 1er janvier, il y a une femme qui a été assassinée, semble-t-il, par son mari. Bon, c'est ce qu'on appelle maintenant à notre époque un féminicide. Féminicide. Voilà. Bon, c'est triste, c'est épouvantable. Tout le monde ne peut effectivement qu'être consterné. Mais aussitôt, vous avez Madame Aurore Berger qui est montée au créneau, qui a fait un tweet en disant, elle avait 51 ans, enfin, vous savez, un tweet très jouant sur l'émotif, elle avait 51 ans, etc. Elle est morte, c'est le premier féminicide de 2025, un féminicide de trop, etc. Bon. Le gouvernement ne tolérera aucun, je sais pas quoi, restera d'une fermeté, je sais pas quoi. Ça fait quand même 7 ans et demi que Macron est à l'Élysée. Ils viennent pas d'arriver. Ça fait 7 ans et demi qu'il y a ce genre d'événement. Et donc, elle fait comme ça une annonce et elle dit « Je me rendrai sur place dans quelques jours ». Elle se rendra sur place. Elle va aller voir quoi? Elle va assister à l'enterrement? C'est quoi le truc? On s'en fout qu'un ministre se rende sur place. Fondamentalement, les gens, à mon avis, les ministres, tout ça, c'est de la com. C'est de la com, c'est de la com, c'est de la com. Parce que concrètement, il ne va rien se passer. C'est ça. Mais vous savez, François, c'est comme ce que vous avez dit sur les 100 trafiquants, les premiers. Et là, en fait, on est en effet là-dessus, c'est-à-dire, elle a gagné au loto, cette brave femme, si j'ose dire, c'est cynique et c'est de l'humour noir. Et donc, je lui décerne le premier féminicide de l'année. On mettra d'ailleurs une plaque à son enterrement sur le sujet. C'est de la com, mais c'est sordide. Oui, c'est vraiment... C'est cynique, c'est sordide, et puis c'est minable, en fait. Parce que l'action gouvernementale, il faut être sérieux. L'action gouvernementale, surtout dans des sociétés très complexes, ça nécessite d'abord du temps. Premièrement. Deuxièmement, de l'autorité. Troisièmement, du courage. Et quatrièmement, du silence. Voilà. Lorsque De Gaulle prenait la parole, il parlait jamais pour ne rien dire. Quand il prenait la parole, il annonçait des décisions. Point. Et c'était pareil pour Pompidou. Les conférences de presse de De Gaulle, la planète entière s'y précipitait parce qu'il y avait des décisions qui étaient prises. Là, on n'a rien. On a des gens qui font de la com, et puis c'est à peine dit que, ça y est, 3 jours après, dans les journaux qui ont publié ça, les journaux servent à emballer les œufs sur les marchés, tout le monde s'en fout. Hein, vous retrouvez parfois, vous achetez des œufs emballés, tiens, un article, bien, Macron avait annoncé ça. On l'a vu sur Mayotte. Macron était allé à Mayotte, il avait fait des annonces mirobolantes sur tout ce que l'État avait fait. C'était pour faire des annonces. Et puis après, rien, mais strictement rien n'a été fait. Là, le discours de Macron, l'allocution de Macron, là, pour des vœux, je suis encore une fois un peu étonné par le mauvais travail journalistique de la presse française, des médias français, qui ont dit, ça y est, il envisage des référendums. Il n'a pas prononcé le mot de référendum. Vous savez, il faut être un peu comme les kremlinologues d'antan. Il faut regarder à la loupe, surtout Macron qui est un escroc. C'est un escroc. Il a une mentalité d'escroc. C'est-à-dire, il suggère des choses, il fait de la politique suggestive, affective, il joue sur l'affectif, sur la suggestion. Il donne à penser aux gens
qu'il a dit quelque chose alors qu'en fait, il ne l'a pas dit. Et en plus de ça, il est sans foi ni loi, il ne tient pas ses promesses. Il a dit exactement qu'il demanderait aux Français de trancher certaines questions. Mais il n'a pas utilisé le mot référendum. Et donc, trancher certaines questions, bien sûr, il y a des journaux qui ont dit que ça pourrait être un référendum, mais moi je suis assez convaincu qu'il ne fera jamais de référendum. D'abord parce que ça se fait pas comme ça, il faut que les sujets soient quand même bien précis, etc. Lorsque je vois que la France insoumise dit qu'il faut qu'il fasse un référendum pour savoir s'il doit ou non quitter l'Élysée, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Mais non, à mon avis, ce que Macron il a en tête, c'est d'ailleurs ce qu'il a déjà fait. Convention citoyenne, cahier de doléances, il ne fait que ça. Et il est d'autant plus fondé à le faire, d'ailleurs, que c'est la politique officielle de la Commission européenne et des européistes. Parce que là, on touche un sujet qui est énorme, hein, qui est un sujet qui va bien, bien au-delà de ce qu'a dit Macron pour ses vœux. On touche un problème qui est que les dirigeants européistes n'acceptent plus la démocratie. Parce que la construction européenne et la démocratie sont antinomiques. Je l'ai déjà, ça fait 18 ans que je le dis. Démocratie, c'est demos kratos, kratos le pouvoir, demos du peuple. Pour qu'il y ait une démocratie européenne, il faudrait qu'il y ait un démos européen, c'est-à-dire un peuple européen. Alors vous pouvez dire qu'il y a les Européens, etc., mais ça n'existe pas, ça n'est pas vrai. Il y a un peuple français, un peuple chypriote, un peuple estonien, il n'y a pas de peuple européen. Et chaque peuple a ses traditions, ses religions, sa langue, son histoire, ses traditions syndicales, son tissu économique, son tissu industriel, ses traditions agricoles, etc., sa géopolitique, sa situation, etc. Chaque peuple a voix midi à sa porte, ce qui est tout à fait naturel. Et donc, la démocratie et la construction européenne sont devenues incompatibles. Alors, on le voit sur le théâtre extérieur, parce que les événements en ce moment en Roumanie et en Géorgie sont extraordinairement préoccupants. On voit bien que l'Union européenne, c'est la nouvelle URSS, hein, qui fait de l'ingérence. Elle est en train, on est pratiquement en train de ressusciter ce qu'avait été la doctrine de la souveraineté limitée, qui avait été théorisée par Brejnev en 1900, dans les années 60-75, je crois. C'est-à-dire que les pays satellites, comme on disait, de Moscou, les pays d'Europe de l'Est, avaient une souveraineté, mais c'était une souveraineté limitée. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas s'opposer à ce grand dessein avec un E, ce grand objectif téléologique, voyons très très loin, qui était la construction du socialisme, qui était une loi de l'histoire, une loi scientifique. On en est là avec la construction européenne et les européistes. Ils n'admettent pas les élections qui ont eu lieu en Moldavie, elles ont été truquées au dernier moment, pour faire triompher l'européisme. Ils n'admettent pas les élections en Roumanie. Ils ont sorti un argument, sorti d'un chapeau qui aurait eu. Mais en quoi le fait que M. Georgescu ait fait campagne sur TikTok, en quoi ça a modifié le vote dans les urnes? Et en quoi les autres candidats n'ont pas fait campagne sur TikTok? Et en plus de ça, Georgescu était interdit des grands médias. Enfin, c'est quand même incroyable. Et tout ça a été bâclé en quelques heures de temps. Il a suffi qu'Alexandre Soros, le fils de Georges Soros, arrive à Bucarest pour demander, et la Cour suprême s'est mis le doigt sur la couture du pantalon. Et ce qui se passe en Géorgie, alors là, c'est en train de tourner mal quand même pour Madame Salomé Zourabichvili, parce que il se trouve que, bien sûr, qu'il y a beaucoup de Géorgiens qui souhaiteraient sans doute entrer dans l'Union européenne et qui regardent vers les États-Unis, bien sûr, mais il se trouve qu'il y a une majorité plus importante encore de Géorgiens qui ne le veulent pas. Ça s'appelle la démocratie. C'est ça. Et donc, ils peuvent faire des manifestations, réunir 200 000 personnes à Tbilissi, mais il se trouve que majoritairement, eh bien, les Géorgiens ne le veulent pas. Alors ça, on le voit sur les théâtres extérieurs, mais en interne, la Commission européenne, c'est vraiment important hein, que vos auditeurs le comprennent bien, elle a publié, il y a quelque temps de cela, sa vision des choses. La Commission européenne, elle promeut délibérément des consultations citoyennes. Le fin du fin de la démocratie pour les européistes, c'est d'organiser des panels citoyens avec tout un discours qui enveloppe ça, si vous voulez, participation à la prise de décision, intégration des volontés, prise en compte tout au long du processus de la volonté des opinions publiques, et ci et ça. Mais en fait, il s'agit de constituer des petits panels de, mettons, 80 ou 100 personnes
qui sont sélectionnés, Dieu sait par qui, en règle générale par des instituts de sondage bidons, les mails qui nous disent que comment s'appelle-t-il, que Édouard Philippe est l'homme politique préféré des Français, ou que c'est Retailleau l'homme politique préféré des Français, ou que c'est Bardella l'homme politique préféré des Français. Ça, c'est un truc assez drôle, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est que J'aurais une question, François Asselineau, à vous poser quand alors, vous terminez je termine simplement mon propos, c'est que... Ah oui, je vous en prie. Donc, je réponds juste à votre question, mais je ne voudrais pas perdre le fil. Ça veut donc dire que l'Union européenne, elle favorise ce genre de choses. Donc Macron, il va très bien pouvoir nous sortir un truc du style, voilà, il va y avoir une consultation citoyenne, et évidemment, ce sont des panels de gens qui sont poussés pour conclure. Vous savez, les conclusions sont déjà prévues. Toutes les personnes qui m'écoutent et qui ont travaillé dans une entreprise ou dans une administration, maintenant, ça fait une trentaine d'années ou une vingtaine d'années qu'il y a cette mode-là, oui, c'est promu justement par des sociétés de conseil, style McKinsey et autres. Il y a en permanence ces bonimenteurs qui viennent vendre dans les grandes entreprises, etc., des projets d'entreprise ou des projets d'administration. C'est-à-dire que pour redynamiser l'entreprise, pour donner un esprit de groupe, et ci et ça. Donc vous avez des gens qui vendent leur soupe, ça coûte très cher d'ailleurs, et donc vous avez ces entreprises qui arrivent, des consultants, et qui organisent des panels parmi les salariés, qui font que les gens se réunissent, ils doivent se poser des questions, etc. Toutes les personnes, il y en a des centaines de milliers en France, qui ont été dans des projets d'entreprise ou dans des administrations, ils savent très bien que tout est verrouillé. Ils savent très bien, bon, à part 2-3 petites choses, des bricoles, mais ils savent très bien que tout ça est piloté par des gens qui sont des experts dans la gestion de groupe, dans la gestion des réactions de groupe, etc., pour en fait arriver à l'objectif déterminé. Donc je pense que c'est ça que Macron va nous faire. Bon, mais tout ça, c'est quoi? Au bout du compte, quand on prend le recul nécessaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les européistes et Macron sont aux abois. Parce que, j'en parlais, la Géorgie, la Roumanie, la Moldavie, là récemment encore, c'est maintenant la Croatie, etc. Peut-être bientôt l'Allemagne. On sent que dans le monde, dans tout le monde européen, dans toute l'Union européenne et dans la périphérie de l'Union européenne, il y a un formidable réveil des peuples qui rappelle un petit peu ce qui s'était passé en 1848, après la chute de Louis-Philippe en France. Il y avait eu une espèce, c'était le réveil des nations, comme on avait dit, et donc les empires avaient tremblé sur leur base. Ce qui est regrettable, c'est qu'à l'époque, c'était la France qui avait été à l'origine, n'est-ce pas, de cette vague de remise en cause des autocraties. Là, malheureusement, la France est à la traîne et que ça vient d'ailleurs. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.